Et on se retrouve ce soir. Un nouveau Dis c'est quoi ton jeu où on va parler de La Grive Noire. Un jeu écrit par Milouche. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, bonne année à toi, bonne année au chat aussi. Oui, je suis très contente de t'avoir ce soir. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ça encore et puis parcours dans le monde du jeu de rôle ? Bien sûr. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour résumer un petit peu, moi je viens plutôt du jeu de rôle traditionnel à la base. J'ai fait pas mal de jeux type Appel de Cthulhu, beaucoup de choses centrées un peu sur du jeu plutôt narratif, quoi, centré sur le scénario. Et en fait, j'ai découvert les jeux de rôle alternatifs par l'intermédiaire de Radio Rollis, le podcast Radio Rollis. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien, notamment tout ce qui était jeu de rôle sans meneur et plein de façons de jouer qui étaient un peu différentes de ce qu'on a de ce dont on a l'habitude. Et donc j'ai commencé à faire pas mal de ces jeux-là, donc les jeux de Thomas Munier, notamment parce qu'en parallèle je fais partie d'une asso de GN, et donc on jouait beaucoup au GN de Thomas Munier qui s'appelle Les Santes. Et donc voilà, je jouais à ces jeux-là, aux jeux de Com Martin, à quasiment toute la production de Melville aussi, qui est une assez grande autrice de ce milieu indépendant. Et au bout d'un moment, alors c'était je crois à l'occasion du concours Un Petit JDR, je me suis dit je vais essayer d'écrire quelque chose. Ça faisait un peu de temps qu'on écrivait des trucs avec mon camarade Marc dans le cadre de notre label qui s'appelle Les Veillées Oniriques, donc on écrivait plutôt des scénarios. Et je me suis dit je vais essayer d'écrire un jeu de rôle. Et c'est comme ça que j'ai écrit l'Altération, donc mon premier jeu de rôle qui se joue à 2. Et puis après, c'était parti. C'était quel genre de scénario ? Alors on écrivait plutôt des scénarios pour l'Appel de Cthulhu en fait. C'est essentiellement ça qu'on faisait. Et on écrivait aussi du GN en fait. D'ailleurs, tout est toujours disponible. Alors maintenant, ça fait un peu de temps. Sur le Itch.io des Veillées Oniriques. Il y a toutes nos productions. Donc il y a des scénarios, des GN, les jeux de rôle de Marc et les miens. Voilà, le lien est envoyé, les enfants. Faites-vous plaisir. Super. Du coup, avant de commencer à écrire, c'est quoi tes jeux préférés ? Par quoi t'as commencé ? Du coup, originellement plutôt l'Appel de Cthulhu, mais ce que je disais après, les prods de Thomas Munier, donc Inflorenza Minima, Bois dormant, donc ça c'est plutôt chez Melville. Sur les frontières aussi de Melville, qui m'a vachement marqué, qui est un jeu où on joue des enfants qui sont amenés à garder une frontière, et qui est un jeu qui met vachement en avant l'improvisation des joueuses et de la meneuse. Donc il y a vraiment un travail de co-construction de l'histoire. Et après, il y en a plein en fait qui m'ont inspiré dans le travail d'écriture. Notamment tout le boulot que font Com Martin et Vivien Féasson, donc notamment ce que Vivien a fait sur Explorateur de Bruine, qui est un livre qui est pour moi incroyable. En gros, c'est un jeu, c'est de l'OSR donc un peu les vibes anciennes de D&D, mais écrit comme si c'était un enfant qui l'écrivait. Donc il y a des fautes d'orthographe faites exprès, il y a des modifications dans les mots et tout ça. Et c'est ouf, c'est vraiment un travail de malade sur la langue. Dans ce qu'a fait Com aussi, il y a Site Abîmé qui est pour moi vraiment un idéal de prod en termes de comment écrire un jeu et faire passer des idées, quoi, tout en ayant un truc qui est vraiment un style hyper marqué. Donc là c'est un peu un mec qui chope quelqu'un dans un wagon de train et qui essaye de lui raconter c'est quoi son jeu. Il ressemble un peu à l'exercice qu'on va faire ce soir, mais et du coup il y a tout un truc où il a des mots hyper pédants pour décrire son jeu et ça donne un style hyper marqué au bouquin. Et vraiment je sais qu'il y a eu un taf assez important qui a été fait sur le style de ce livre par Com et par son éditrice Eugénie Bidet. Et vraiment c'est pour moi des grosses références. Et comment t'en es devenu à devenir toi-même créateur ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? En fait, je pense que
j'avais envie il y avait deux choses. J'avais envie de dire des choses, tu vois, d'utiliser les jeux pour communiquer des choses qui moi me paraissaient importantes. Donc notamment surtout dans les premiers jeux que j'ai écrits, l'Altération qui est un jeu qui est quand même assez sombre. On parle de quelqu'un qui va disparaître et de quelqu'un qui va être recréé après. Donc c'était des thématiques qui me parlaient pas mal au moment où j'ai écrit ce jeu-là. Et aussi le premier GN que j'ai écrit un peu dans les mêmes temps, qui parle de la chute qui est une reprise d'un GN de Thomas Munier, et qui parle de la chute de l'URSS et de qu'est-ce que ça fait d'avoir son monde qui se change d'un coup, qui vraiment bascule d'un coup, qu'on a tous les repères de valeur qui sont changés d'un seul coup. Et donc je voulais travailler un peu sur ces questions-là. Je travaille beaucoup sur la question du changement et de la modification. Et après ouais, il y a un peu ce côté-là. Et donc j'avais pas mal de trucs à dire. En fait, il y a un peu un engrenage qui se fait, c'est-à-dire on produit le premier jeu, puis en fait il y a des idées qui viennent aussi dans le cadre de la production. Et après, ça s'enchaîne un petit peu naturellement, quoi. J'ai envie de dire. Quand tu commences, tu peux plus t'arrêter, quoi. Ouais, c'est un peu ça. On en parlera peut-être un peu après, mais là j'ai encore d'autres projets en parallèle de la Grive Noire, et c'est vrai que ça s'enchaîne, quoi, un peu comme ça. On va commencer par parler du jeu maintenant. Tu peux nous parler un peu de la Grive Noire, c'est de quoi ça parle? Yes. Donc, la Grive Noire, c'est un jeu sans MJ, sans dés, et même sans personnages, où le but c'est d'incarner ensemble un environnement. Donc plutôt un environnement rural. Il y a pas vraiment de temporalité, mais on va dire que c'est entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, voilà, pour situer un peu les choses. Et donc l'idée c'est que on va pas jouer de personnages, on va jouer des cadres, et les cadres c'est des éléments importants de cet environnement. Donc par exemple ça peut être la forêt noire et profonde, ça peut être la mer qui donne mais prend en retour, ça peut être la peur des habitants, ça peut être les animaux domestiques, ça peut être plein de trucs différents. Donc chaque joueuse va avoir un cadre qu'elle va incarner, et ensuite tout le jeu ça va se dérouler en scène. On va se faire des descriptions qui vont se répondre les unes les autres, donc par des mécanismes dont on parlera peut-être un peu après, jusqu'à arriver à un moment qu'on appelle le glas, où l'environnement dans lequel on est va être profondément modifié, et donc on va jouer comment nos cadres ils sont modifiés par cet environnement, comment ils sont transformés par cette modification profonde de l'environnement. Voilà, pour une description un peu rapide du jeu. Ok. Et du coup, dans les thèmes principaux, on retrouve le changement. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre aussi dedans? Alors il y a le changement, effectivement, tu as tout à fait raison. Il y a la ruralité qui était un thème qui était vraiment important pour moi, qui a été, on en parlera aussi un peu après, je pense, mais qui a été à la base du travail que j'ai fait pour produire ce jeu-là. Je voulais vraiment produire un jeu où on parle de la ruralité, de l'environnement rural, etc. Donc ça c'est vraiment un gros thème. Et puis après, il y a pas mal de questions autour, tu vois, c'est un jeu environnemental, pas dans le sens écologique, quoi, mais donc il y a la forêt, tout ce qui va être la neige, le passage des saisons, etc., qui vont être des thématiques qu'on va vraiment retrouver dans ce jeu. Il y a des œuvres inspirées dans la création. Ouais, tout à fait. J'ai ma petite pile à côté. Oui. j'ai ma petite pile à côté de moi. Alors, le premier truc qui m'a beaucoup inspiré, c'est un bouquin de Giono qu'on m'a fait lire quand je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas, les ça brille un peu, ouais. Ça brille un peu. C'est un bouquin de Giono qu'on m'a fait lire quand j'étais au collège, que j'ai pas compris au collège, mais que j'ai relu après, et qui s'appelle Un roi sans divertissement, qui en gros est un bouquin où on sent vraiment énormément la force de l'environnement, de la campagne. Il y a toute une affaire avec la neige qui recouvre un peu tout et qui établit un espèce d'énorme manteau très oppressant, etc. Donc ça a été une grosse inspi pour le jeu. Et après, plutôt côté BD, il y a tout le travail de Comès, qui est un auteur de BD des années 60-70, un truc comme ça, qui a beaucoup écrit autour de la ruralité, de la campagne.
Son dessin ressemble à ça. On voit peut-être un peu mieux. Ouais, je trouvais long. Ouais. Et donc ça a été un peu une inspi pas cachée du jeu, mais présente. Il y a aussi tout ce qui est la musique folk française de ces années-là, 70-80, donc notamment avec le groupe Malicorne, qui est un groupe de folk qui a repris beaucoup de chansons traditionnelles, etc., mais qui les a modifiées dans des versions un peu plus rock, un peu plus de cette époque-là. Donc ça a été une grosse inspi aussi sur la manière d'écrire, et puis le style de façon générale. Et après, ouais, il y en a plein d'autres. Il y a un livre incroyable qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents, qui parle de la christianisation des pays baltes, et où justement ça décrit des gens qui sont très très proches de la nature, et comment leur vision de la nature est modifiée par ce qui se passe, et comment en fait ils sont en train avant ils savaient parler la langue des serpents, et après ils perdent la manière de le perdre. Qui est un bouquin assez incroyable, qui a été aussi un peu une inspi du jeu. Ok. Et il y en a un plus particulièrement que d'autres ou Bah ouais, vraiment le bouquin de Giono m'a vraiment énormément marqué. Alors je sais que c'est pas forcément très vendeur de dire voilà, c'est un roi sans divertissement, le jeu de rôle, mais je vous assure que c'est un bouquin incroyable, et qu'il a vraiment un truc sur la description de l'environnement qui est ouf, quoi. Et ça a été vraiment une grosse inspi sur la manière de décrire, parce qu'en fait il y a beaucoup d'explications dans le jeu sur comment décrire justement, parce que c'est pas forcément un exercice évident, et comment on va du coup décrire les saisons qui passent, les effets du temps sur le cadre qu'on incarne, et tout ça. Et tout ça a pas mal été influencé par ce livre qui fait ça très bien. Ouais. Description. T'as ça, comment t'as compris et les mécanismes? Ouais. Alors du coup, j'ai Comment t'as articulé tout ça? En fait, j'ai souvent des process un peu semblables lorsque je produis mes jeux. Donc, il y a une espèce de phase où je rassemble comme ça beaucoup d'idées, et je prends pas mal de notes de trucs qui m'intéressent et tout, et je laisse un peu l'ensemble mariner. Donc il y avait cette soupe de je veux faire un truc rural, je veux qu'on décrive un environnement. Il y a aussi moi un truc qui m'importe énormément dans les jeux que je fais, c'est la distribution de la parole. Donc dans quasiment tous les jeux que j'ai fait, en fait, il y a un système particulier de distribution de la parole pour que tout le monde autour de la table puisse parler, parce que c'est un truc qui est ultra important pour moi. Du coup, tu vois, il y avait un peu cette espèce de soupe là, je la laisse un peu mariner, et en fait, il y a un moment où a émergé l'idée de la mécanique principale du jeu, qui en gros, on fait des descriptions, et une personne va décrire quelque chose du point de vue de son cadre, et en fait la joueuse suivante, celle qui va prendre la parole après, va rebondir sur ce que la personne précédente a décrit. Par exemple, si je suis je sais pas la forêt profonde, je vais dire voilà, il y a une souche noire qui se trouve en cœur de la forêt, et puis cette souche est fendue, voilà, par exemple. Elle est maléfique. Par exemple, on n'est pas forcément obligé de le dire, tu vois, on peut laisser un peu planer le doute, on sait pas forcément qu'est-ce qu'elle a, mais on peut penser qu'elle est magnifique. Et puis par exemple, la joueuse d'après qui va incarner les croyances des habitants, va dire va rebondir sur ça, et va dire à la nuit tombée, les habitants se rassemblent autour de cette souche noire et chantent des chansons anciennes, tu vois, j'en sais rien. Voilà, je vais vous faire un exemple de partie un peu à la volée. Et donc il y a ce truc de rebond. Alors il y a plusieurs mécaniques qui permettent de le faire, mais notamment cette mécanique de rebond. Donc j'ai eu cette idée-là. Quasiment immédiatement, j'ai appelé mon camarade Marc, donc du label dont je fais partie. Et je lui ai dit j'ai une idée et tout, c'est trop bien, il faut absolument qu'on teste ça. Et donc on a passé une demi-heure, une heure à jouer, à faire juste ça en fait. On avait juste cette idée de mécanique. Et on était sur Discord comme ça, et on se faisait des tests quoi, de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et ça marchait, donc j'étais très contente de ça. Et après du coup c'est vraiment le moment où j'ai eu le déclic du jeu. Après vient toute une phase de rédaction, de playtest, de réflexion sur la manière dont on va transmettre le jeu.
Mais ouais, pour te faire un peu la genèse, il y avait tout ce début-là, quoi. Et comment tu dirais que ton des tellement? Eh ben, il a pas de personnage. Est-ce que vous avez beaucoup de jeux qui ont pas de personnage? Il commence à en avoir quelques-uns. C'est vrai. En vrai. Ouais, il y a ce truc de pas de personnage, et puis il y a aussi toute la thématique de la ruralité, de l'incarnation d'un environnement de ce type-là. Donc Thomas Munier a beaucoup bossé là-dessus dans le cadre de Milvaux, qui est plus un jeu, un univers post-apo forestier, quoi. Mais je trouve ça cool qu'on soit plusieurs à un peu réfléchir à comment incarner ces endroits-là, qui sont pas forcément effectivement les premiers endroits auxquels on pense quand on pense de jeu de rôle. C'est vrai. Passer sur l'histoire du jeu. Comment l'idée t'est venue? C'est à quoi? C'était le déclic et la grive. T'as parlé de tes inspirations. Ouais. Pourquoi? Quand? Comment? C'était un peu précédent aux inspirations, du coup, ouais. Faudrait que je retrouve exactement, mais je crois que j'avais documenté ça un peu sur un Discord à l'époque. Ouais, donc je cherchais comment jouer autour du folklore et comment le faire de manière intéressante. Et je voulais les toutes premières idées, je crois que c'était ça. Ouais, c'était jouer autour du folklore et ne pas être dans un truc de on joue des grandes aventures, des grands mythes, quoi. Je voulais plutôt un truc très c'est pas bas level, mais un peu terre à terre, quoi. Voilà, on va jouer au plus proche des choses. Et c'est ça, de la nature, exactement. Ça a vraiment été ça le point de départ. Puis après, ouais, les inspirations ont énormément aidé, parce qu'en fait, ça m'a permis de construire les concepts qui allaient venir par la suite, quoi. Voilà. Il t'a fallu combien de temps pour est-ce que l'aventure a commencé? Ouais. Alors, pour dater exactement, je dirais que ça a commencé, je crois, en décembre 2022. Et donc, ça m'a pris à peu près 1 an. Donc là, le jeu est complètement écrit, fini, relu, tout ça, tout ce qui va bien. Et il a été, ouais, ça m'a pris un peu plus d'1 an à faire l'ensemble. Ok. Oh, bon petit rythme. Bon petit rythme. Tout s'est bien passé. Est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes pour... Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, j'ai collaboré avec plusieurs personnes. La première personne avec qui j'ai travaillé, c'est une illustratrice qui s'appelle Nigel. Parce que je voulais, donc dans mon précédent jeu qui s'appelle Vagabonder dans les étoiles, dans lequel on jouait des hobos, j'avais beaucoup travaillé sur des photos d'archives. Et donc la maquette était énormément constituée de photos d'archives que j'avais chopées sur les sites de la librairie, de la bibliothèque du Congrès américain. Et là, pour ce jeu-là, je voulais pas forcément bosser dans la même veine. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une illustratrice, un illustrateur, là. Et donc j'ai bossé avec Nigel, qui est quelqu'un qui vient pas du tout du jeu de rôle, qui vient du monde militant, que j'ai croisé dans une fête d'un magazine militant de Marseille. Donc rien à voir avec le jeu de rôle, mais qui présentait sur ses prints qu'elle présentait, il y avait une image d'un chemin un peu campagnard avec des arbres et tout. Je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est exactement ce que je veux. Donc j'ai contacté et on a bossé ensemble et je suis extrêmement contente du travail qu'elle a fait. Et c'est quelqu'un de très agréable à bosser. Et après, j'ai collaboré j'ai collaboré avec d'autres personnes. C'est moi qui ai fait la maquette du jeu, donc ça c'était plutôt internalisé. Mais ensuite, en fait, je cherchais un peu le moyen de mettre en place le jeu, de le financer, etc. Et donc à ce moment-là, j'en ai pas mal parlé avec Com Martin. Donc il m'a parlé de la ZineQuest, dont on parlera peut-être un petit peu après, mais qui est l'événement dans lequel le jeu va être financé. Et donc Com m'a proposé de traduire le jeu en anglais. Donc ça a été ma deuxième collaboration, c'est que j'ai bossé avec lui. Il a traduit le jeu en fait essentiellement. Moi j'ai relu un petit peu, mais c'est lui qui a fait la plus grande partie du travail qui a fait le travail de traduction. Et donc il a traduit le jeu et c'était aussi une super collaboration avec des questions auxquelles j'aurais pas forcément pensé.
qui sont des questions évidentes de traduction, mais tu vois, où tu te dis, et tel mot, comment on peut l'utiliser, comment on peut le traduire en anglais pour que ça ait un peu la même idée, etc. Donc on a beaucoup bossé sur la traduction du titre. Il y a des poèmes qui sont inscrits dans le jeu aussi. Donc traduire des poèmes, c'est aussi un travail un peu particulier. Donc on a vraiment réfléchi sur ces questions-là. Pas de la traduction baptismée. Non. Et c'est aussi pour ça que c'était très cool de travailler avec quelqu'un qui maîtrise vraiment ces sujets. Donc comme il a sorti plein de jeux en français et en anglais, donc il a une bonne maîtrise de cette question. Parce que il a la connaissance de un peu la subtilité de la langue et évidemment c'est 1000 fois plus subtil que si j'avais mis ça dans un DeepL ou un Google Trad, que sais-je, qui m'aurait sorti un truc qui aurait été beaucoup moins beau et beaucoup moins travaillé. Donc ça c'était la deuxième personne avec qui j'ai bossé. Et après j'ai collaboré avec beaucoup de gens, mais je trouve ça important d'en parler parce que un jeu de rôle ça se fait jamais seul en fait, on est toujours plusieurs. Et donc il y a 2 autres personnes avec qui j'ai bossé sur la relecture là. Donc Marc des Veillées Oniriques, qui est l'autre personne qui est avec moi sur le label, et Eugénie Bidet qui est quelqu'un qui a un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJMé et qui évolue dans la sphère alternative, qui fait partie des éditions Dystopia, donc qui ont sorti Cité abîmée, La clé des nuages, Bois dormant, Marche-branche bientôt, donc vraiment quelqu'un qui a l'habitude et qui a relu l'ensemble du jeu. Et donc ça c'était un travail hyper cool aussi, parce que moi j'avais jamais bossé avec alors elle est pas relectrice, son métier c'est pas d'être relectrice, mais elle a quand même une grosse expérience. Et en fait, c'est vraiment une relation de travail hyper intéressante parce qu'il y a quelqu'un qui fait des retours très fins, qui va dire là je pense que tu pourrais modifier l'ensemble de cette façon de t'exprimer parce qu'en fait ça permettrait de donner telle ou telle impulsion au jeu, etc. Et donc elle a fait un travail de relecture énorme, vraiment que je trouve admirable, qui va bien au-delà de la relecture orthographique basique quoi. Ou vraiment, tu vois, avec des questions, est-ce qu'on met le jeu au futur, est-ce qu'on le met au présent, telle manière de construire les paragraphes, est-ce qu'on le fait comme ça, est-ce qu'on le fait comme ci, enfin vraiment un travail hyper intéressant et pour moi c'était ultra enrichissant quoi, de bosser avec ça. Donc j'ai été vraiment, je suis extrêmement contente d'avoir collaboré avec toutes ces personnes sur, c'est ça, bien entouré et je trouve, je redis, il y a aussi tous les gens qui ont playtesté le jeu, donc j'ai fait beaucoup de playtests pour voir si le jeu tournait. C'est vraiment important quand on crée, je pense. Il y a évidemment la personne qui écrit, un peu en première ligne, mais de s'entourer et de travailler à plusieurs, ou en tout cas d'avoir des gens avec qui discuter de ce qu'on fait, des retours, exactement. Rebondir sur les idées pour pas rester dans ces petites œillères et voilà. Exact. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison, c'est ça. Et de la même manière, les jeux sont toujours influencés par les autres jeux qui existent autour, quoi. Et ça, c'est vraiment important de bien en avoir conscience. Il y a eu d'autres personnes ou c'est déjà du beau monde? C'est déjà pas mal. J'espère que j'oublie personne. Normalement, j'oublie personne. Sinon, voilà. Des cœurs, voilà. Sinon, des cœurs sur vous si je vous ai oublié, mais non. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur le processus de création? Rigolote. Ouais. Ou moins rigolote aussi, des fois c'est un truc. Non, il y a un moment que je veux vraiment garder en tête dans le cadre de la production du jeu. Donc on se dit on a un peu l'image d'Épinal de la personne qui écrit, tu vois, sur son PC, un peu en train de taper des trucs ou écrire dans un carnet, tout ça. Moi, l'image que je veux garder de la Grive Noire, c'est donc en gros, il y a je fais un petit détour, mais vous allez comprendre après pourquoi j'en parle. Il y a un système de répartition de paroles qui s'appelle le soleil de parole, donc on en parlera peut-être après, mais qui est constitué d'un ensemble de morceaux de bois qu'on vient toucher, etc. Et en fait, il fallait, je sais plus pourquoi, pour une convention, que j'en produise quelques-uns pour pouvoir les utiliser pendant la convention. Et donc je me suis retrouvé dans mon salon à couper des morceaux de bois à la scie en écoutant du Céline Dion, je crois. Et vraiment de la production de la Grive Noire, c'est un peu une des images que je veux garder
parce qu'on a vraiment cette image d'écriture hyper voilà machin, mais c'est aussi des moments un peu de où on se retrouve à couper du bois dans son salon quoi pour produire les éléments de jeu. Fabuleux. C'est génial. Les joueurs qui ont playtesté, quel genre de retour t'as eu? Enfin, c'était compliqué ou tout a tourné dès le début? Les retours étaient plutôt bons. Enfin, je veux pas trop dire oui, tout était excellent. Ça se passe comme sur non, il y a eu des. En fait, j'ai pas mal découpé le processus de playtest. C'est-à-dire que au début, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai playtesté vraiment des mécaniques particulières, ce qui permettait de se dire si ça pète, c'est pas très grave parce que j'aurais pas passé 3 plombes à développer tout un truc. Juste la mécanique elle pète et on la dégage. Ce qui heureusement n'est pas arrivé, mais du coup j'avais un peu découpé les éléments comme ça, donc j'ai fait plusieurs playtests où c'était juste vraiment de la pure mécanique. Et après, il y a eu plusieurs retours où du coup on s'est posé la question de au-delà de la mécanique centrale, du coup comment introduire les éléments au début, puis comment sortir du jeu à la fin. Donc un peu ces questions-là de début et de fin de partie, parce que ça se joue en one shot, c'est pas du tout un jeu en campagne. Et pour moi, c'est vraiment important que on rentre dans le jeu, on joue, on en sort, comment on fait, etc. Donc ça, ouais, il y a eu pas mal de questionnements avec les personnes qui jouaient et voilà. Et un des playtests dont je suis la plus contente, ou en tout cas que j'ai assez apprécié, c'était un playtest avec ma belle-mère qui est conteuse et donc qui est plutôt plus âgée, qui a 60-70 ans et qui du coup n'avait jamais fait de jeu de rôle. Et c'était assez rigolo de voir les réflexes qu'elle avait qui étaient plutôt liés au conte, et moi les réflexes que j'avais qui étaient plutôt liés au jeu de rôle, et comment on arrivait un peu à faire quelque chose quand même ensemble autour de ce jeu-là, quoi. C'est trop bien de se mélanger. Comment le jeu a évolué depuis la conception initiale? Il y a eu des grandes modifications suite au playtest ou c'est resté relativement c'est resté relativement dans la même idée, quoi. Il n'y a pas eu de très grosses modifs. Il y a plutôt eu des ajouts. J'ai rajouté ce que je disais tout à l'heure là, une espèce de scène de fin qui permet de s'éloigner un petit peu de l'environnement pour prendre un peu les choses différemment. J'ai aussi fait des playtests qui étaient destinés à créer une version jouable en ligne. Donc ça, c'était un ajout en termes de règles qui n'existait pas forcément au début. C'est poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est plutôt des ajouts successifs. Ok. On a fini la partie de l'histoire du jeu. On va passer aux choses sérieuses. Comment on joue? On a un petit peu abordé comment ça, mais est-ce que tu peux nous décrire une... Yes. Alors, je vais essayer on entre, il y a du bois, on sort. Ok. On coupe du bois et c'est gagné. En gros, on va dans un premier temps décrire l'environnement dans lequel on joue. Donc ça, on va faire une espèce de système de zoom qu'on va zoomer de plus en plus progressivement. Chaque joueuse va décrire des éléments de l'environnement dans lequel on est en zoomant de plus en plus près des choses. Donc on fait ça un peu pour se donner quelques grandes lignes sur l'endroit dans lequel on joue. Est-ce qu'on joue plutôt dans une montagne, au bord de la mer et tout ça. Il y a eu plein de variations d'ailleurs sur ces environnements-là. Une fois que c'est fait, chaque joueuse va créer son cadre. Donc le cadre, c'est l'élément de l'environnement que va incarner la joueuse. Donc ce que je disais, la forêt, la mer, la rivière, ça peut être le temps aussi, ça peut être la boue, ça peut être plein de trucs. Donc ça, il y a un ensemble de choses à remplir. Le cadre, il est défini par des choses qu'il veut, également par un état, et puis par des liens avec les autres cadres. Donc ce sont plutôt des éléments partagés avec les autres cadres qui sont autour de la table. Et une fois que ça c'est fait, on va jouer une première scène. Donc les scènes dans la Grive Noire sont pas forcément, ont en gros pas d'unité de temps, pas vraiment d'unité de lieu, mis à part l'endroit dans lequel on joue qu'on a défini au début. L'idée c'est plutôt qu'il y a une espèce d'unité de concept, c'est-à-dire il y a une idée qu'on a derrière la scène. Ok. Donc là, on va jouer une première scène d'introduction dans laquelle cette idée elle sera
assez clair. On va l'expliciter, on va dire voilà, par exemple, on va jouer autour du feu qui crépite dans la cheminée. On va plutôt jouer autour de cette idée de manière générale. Okay. Et ensuite, donc les joueuses, il y a une première joueuse qui va faire une première description du point de vue de son cadre. On dire par exemple, voilà, si on a pris le feu et que je sais pas, je joue la neige qui recouvre tout. C'est-à-dire les flocons de neige tombent sur la maison, passent dans la cheminée et viennent fondre au-dessus du feu. Je dis cette première phrase. Tandis que je fais ça, quand je parle, je prends en main le soleil de parole, donc qui est l'objet qui matérialise la parole autour de la table. Je le tiens. En fait, je vais le montrer parce que je l'ai sous la main. Ah. Ça ressemble à ceci. Ça, c'est ma version de playtest. Je sais pas si on voit bien. Je crois que c'est un soleil de bois. Voilà, c'est un soleil de bois. Et donc, je viens tenir une branche du soleil de parole parce que je parle. D'accord ? Une fois que j'ai fini de parler, je lâche ma branche et une autre joueuse peut venir rebondir sur ce que j'ai raconté. Donc, soit elle rebondit, soit elle va agrandir un peu le scope, c'est-à-dire raconter ce qui se passe autour de ce que moi j'ai décrit. Et elle aussi va venir tenir la branche. Ok ? Et on fait ça pendant la scène, on rebondit, on échange sur les descriptions des gens, et à chaque fois qu'on parle, on tient la branche. On tient une des branches. Et ça permet, par exemple, si une autre joueuse veut parler, donc si toi, par exemple, Aki, tu voulais parler à travers l'écran, hop, tu viens tenir la branche pendant que je parle, et donc là, ça matérialise que toi aussi, tu as envie de parler, et donc, moi qui suis en train de parler, je vais te laisser la... Exactement. Moi, je vais te laisser la parole le plus rapidement possible pour que tu puisses toi aussi parler. Tu peux aussi décider de faire ce qu'on appelle une incise. C'est-à-dire, tu vas, pendant que moi je parle, venir toucher une des branches avec ton doigt, juste pour dire deux mots, 3 mots, tu vois. Par exemple, je sais pas, imaginons, tu joues le vent, et moi je dis, il y a les enfants se serrent auprès du feu parce qu'ils ont froid, et toi tu vas juste dire et le vent souffle par la fenêtre, tu vois. Voilà. C'est 3 mots et puis moi je continue ma description. On fait ça, on échange sur les descriptions. Une fois qu'on considère qu'on a suffisamment exploité l'idée générale de la scène, on change de scène. À ce moment-là, on vient toucher ce qu'on appelle le chapelet des scènes, qui est une corde sur laquelle se trouvent des perles ou des nœuds, ça dépend, on fait un peu comme on veut. Et dans ce cas-là, on vient soit déplacer une perle, soit créer un nouveau nœud. D'accord ? Et ça vient dire, on change de scène, on marque l'arrivée d'une nouvelle scène. La nouvelle scène arrive, quelqu'un la lance en faisant une description, et donc là, l'idée qui est derrière la scène, elle sera pas forcément aussi explicite que la première fois, mais c'est pas très grave. Chacun va projeter un peu une idée, l'idée qu'il se fait derrière la scène. On joue comme ça 5-6 scènes. Donc une scène, ça dure 5-10 minutes à tout casser. Et une fois que c'est fait, on arrive à ce qu'on appelle le glas, qui est un moment qui va transformer l'environnement. Et dans ce moment-là, donc on va choisir le glas. Une des joueuses va proposer un glas, puis on va dire si on est d'accord, pas d'accord, etc. On prend un ciseau, on coupe le chapelet des scènes, on fait tomber toutes les perles sur la table, pour dire voilà, c'est le glas, il arrive. Pour vous montrer le chapelet des scènes, ça ressemble à ça. C'est une corde avec les perles qui se trouvent dessus. Donc voilà, on les fait toutes tomber sur la table. Ça, hop, voilà, on sait que le glas est arrivé. Et à ce moment-là, on va jouer une dernière scène dans laquelle on va décrire comment le glas va transformer notre cadre. Donc le glas, ça peut être la guerre qui éclate au loin. Ça peut être une nouvelle route qui vient traverser le lieu. C'est pas forcément un truc négatif, mais c'est un truc qui va transformer de manière énorme l'environnement dans lequel on est. On peut même détruire son cadre à ce moment-là. C'est possible de le faire. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire. Donc voilà, on joue cette scène où on décrit les effets du glas. Une fois que c'est passé, on va jouer une toute dernière scène où on va décrire l'environnement en s'en éloignant progressivement. Et ça sera la fin du jeu. Voilà comment se passe une partie. Et comment ça se passe ? Il y a pas de MJ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rôle de facilitateur Ouais. Égalité. Alors on est tous à égalité, c'est-à-dire il n'y a pas de personne qui a plus de pouvoir narratif que les autres, etc. Après, évidemment, souvent la personne qui a lu le jeu va avoir un peu ce rôle de ce que je viens de faire, en fait, d'expliquer
comment on joue, etc. De présenter les éléments. Mais en fait, comment dire, la mécanique de jeu, elle se comprend assez rapidement. Et une fois qu'on est lancé, le livre va être aussi support d'exemples et tout ça pour se dire qu'est-ce que je pourrais faire. Il y a pas mal d'exemples pour s'aider en fait à bâtir ça, parce que c'est pas forcément évident de premier abord. Et mais en fait, une fois que le jeu est lancé, il y a pas de facilitateur, pas de gens qui a plus de pouvoir que les autres. Et je sais que moi souvent quand j'y joue, je fais exprès plutôt de me mettre en retrait et de jamais être la première personne qui parle, par exemple, pour que ça t'appropries le truc. Exactement, tout à fait. C'est un jeu qui s'approprie entre guillemets assez facilement. Enfin, en tout cas, une fois qu'on est rentré un peu dans l'idée, voilà. Et pouvoir jouer en ligne, comment faire cette histoire de veille de parole? Très très bonne question. En gros, pour jouer en ligne, donc on peut utiliser un outil comme Miro ou Escalibro, donc ce genre de tableau partagé. Et en fait, on va avoir un soleil de parole virtuel qu'on va déplacer. C'est un peu les mêmes systèmes, hein, mais l'idée c'est qu'on va le déplacer et suivant l'endroit où on le met, ça veut dire qu'on veut parler, qu'on veut faire une incise, etc. Donc ça, voilà, on a fait pas mal de playtests autour de ça parce que je voulais absolument que le jeu soit jouable en ligne. C'était hyper important pour moi parce que c'est plutôt un jeu a priori matériel, quoi, en tout cas où on joue en physique. Mais moi j'ai beaucoup joué en ligne, je trouve ça ultra bien. Enfin, j'aime bien jouer en ligne. Donc ça m'importait que le jeu soit jouable en ligne. Et de la même façon, donc là j'ai présenté le soleil de parole, le chapelet, tout ça, qui sont des objets, comment dire, qu'on peut se procurer dans le cadre du financement. On en parlera peut-être plus tard. Mais dans le livre, j'explique comment fabriquer aussi ces objets, parce que on peut aussi avoir envie de le faire soi-même et de jouer avec ses propres outils de jeu. C'est plus agréable, hein. Cette valeur de c'est moi qui l'ai fait. Facile. Je pense qu'on a fait le tour du comment on joue. Les petits conseils et anecdotes, quels conseils tu donnerais pour s'immerger à fond? Il faut lire Giono, et puis une fois que t'as lu Giono, c'est bon. Non. Vous êtes prêts? Donc il y a pas mal de conseils dans le bouquin justement pour s'immerger, notamment faut se laisser porter un petit peu par le jeu, pas forcément se dire je vais construire une histoire hyper structurée et tout. Il y a vraiment un truc qu'on sait se porter. Et puis pour moi, le gros conseil que j'aurais, c'est d'être dans un truc où d'avoir une espèce de regard un peu sur la nature, sur l'environnement et qui nous entoure, quoi, et de se dire je peux utiliser ces éléments là et pas, enfin vraiment se dire on va raconter des trucs un peu petits, quoi. Il y aura pas forcément des histoires énormes dans ce qu'on va raconter. Par contre, ça n'empêche pas de raconter des histoires très fortes. Typiquement, j'ai fait des parties où on racontait par exemple la vie d'un village dans les montagnes, et donc il y avait plein de trucs autour de en fait il y a des mines qui sont présentes dans ce village, donc on racontait le moment où les mines elles étaient exploitées, puis en fait à la fin il y avait plus rien à exploiter dedans, donc les gens partaient. Il y avait une guerre qui arrivait, donc le village se dépeuplait complètement, et on en était arrivé à la fin à raconter le moment où la nature reprenait ses droits complètement sur le village et où il disparaissait totalement et il n'existait plus, quoi. Alors qu'au début on avait parlé comme ça d'un village plein de gens et tout, et donc ça empêche pas de raconter des histoires assez fortes en fait, mais qui vont pas être des quêtes du héros énormes et tout ça. Un certain nombre d'exemples dans le bouquin où je parle aussi d'histoires de sorcières, un petit peu de rituels, de trucs où on a comment dire, il y a pas forcément de religion dans le bouquin, c'est pas forcément l'objet, mais les gens ils ont des croyances, donc on peut jouer un peu autour de ces croyances là. Est-ce que si je jette du sel dans mon feu ça va éloigner les mauvais esprits, un peu ce genre de truc, quoi, qu'on peut aussi incarner. Voilà, donc un peu se laisser glisser dans ce truc d'atmosphère rurale et de paysage,
et se laisser porter en fait, parce que finalement c'est un jeu basé sur l'écoute quoi. Donc on écoute ce que les gens disent, on rebondit et on reconstruit le truc ensemble en fait à partir de ce moment-là. Super chill et super détente. Ouais, c'est assez chill. Alors le fait d'écouter comme ça le truc, ça demande un peu de ressources, mais du coup les parties sont courtes. L'idée c'est on se dit on s'immerge, mais on va pas s'immerger 4 heures quoi. Donc une partie c'est entre 1 et 2 heures. Je dirais 2 heures, le temps d'expliquer les règles, de débriefer correctement à la fin et tout ça. Mais c'est pas très long, justement pour se dire bah voilà, pendant le temps de la partie on est vraiment dedans quoi. Mais ouais, c'est un côté assez chill, assez dans l'écoute aussi. Et en même temps j'ai joué des parties où les cadres s'opposaient, tu vois, où par exemple il y avait donc moi je crois que je jouais la boue qui surnage dans un lac, et puis quelqu'un jouait la montagne, et à un moment il a fait tomber la montagne dans mon lac pour qu'il y ait plus de lac quoi. Enfoiré. Et donc, et c'était super, tu vois, on se retrouvait dans un truc vraiment où on était en interaction ultra forte, et il y avait vraiment quelque chose de très fort dans le jeu qu'on faisait. Donc ça peut être chill, mais il peut y avoir aussi de l'opposition entre joueuses. Mais évidemment, ça reste hyper amical, enfin tu vois, ça construit des choses quoi. C'est surtout. On se laisse porter justement par. Ouais. C'est pas du combat, on va pas taper du dragon quoi. Non, et ouais, d'ailleurs je reviens là-dessus, vu que l'idée c'est de raconter un récit ensemble en fait, on va pas forcément avoir des trucs, tu vois, on peut avoir des combats, des gens qui meurent, etc. Mais de toute façon, on raconte le récit ensemble, donc on va pas, c'est pas de l'opposition quoi, s'il y a quelqu'un qui dit telle personne décède, l'autre personne va dire oui, donc il se passe ça parce que, etc. C'est vraiment un récit collectif, ouais. C'est quoi ton élément favori dans ce jeu ? Je pense que c'est le soleil de parole. Vraiment, je suis extrêmement fan de ce que ça rend. Donc voilà, il rend pas forcément très bien à la caméra, mais faut vraiment imaginer, tu vois, tu poses ça au milieu de la table. En convention, c'est assez fascinant. Vraiment dans des espèces d'immenses salles, là, puis avec fait des très tables rituel. en plastique, c'est ça. Tu poses ça. Tu mets le chapelet des perles autour comme ça, les gens arrivent, ils disent bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va essayer d'invoquer quoi. Et en fait, t'arrêtes pas hein. Attention. Le truc du soleil de parole, c'est vraiment il y a cette chose qui se passe, c'est que on va jouer autour, et il y a vraiment un truc de les mains s'en rapprochent, s'en éloignent, tu vois, il y a plein de moments où en fait t'as envie de parler, tu rapproches ta main, puis tu vois quelqu'un a envie de parler en même temps, qui rapproche sa main, donc t'enlèves la tienne, puis en fait tu la remets, puis en fait ah oui, c'est un petit manège de j'ose ouais. Pas, est-ce que j'y vais pas. C'est exactement ça, et c'est fait pour ça en fait, c'est fait pour vraiment représenter l'échange de paroles qu'on a autour de la table, et ça permet je crois que c'est Eugénie qui parlait un peu de ça. En fait, on peut du coup être hyper concentré sur ce que les autres racontent, parce qu'on regarde cet objet, tu vois, et en même temps, donc on est concentré sur ce que les autres font, comment leurs mains se rapprochent. Mais ça évite, tu vois, d'être en face de quelqu'un, de l'écouter parler et de le regarder en permanence dans les yeux, qui est pas un exercice ultra facile quand même, on va pas se mentir. Et donc là, on est juste concentré sur cette... c'est ça, un peu oppressant. On est concentré sur cet objet, qui est un peu un truc de transfert entre nous, tu vois. Et il y a pas de... Enfin, ça permet d'être dans une écoute assez forte. Donc ouais, ça j'en suis hyper content. Enfin, que ça marche, comme ça fonctionne, et l'objet en tant que tel, j'aime bien. Comment ça t'est venu à l'idée ? En fait, ouais, ce que je disais auparavant là, donc dans tous mes jeux, je réfléchis à une répartition de la parole. Pas mal, parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle traditionnels, et en fait dans le jeu de rôle tradi où c'est le MJ ou la MJ qui régule la parole, parfois ça peut arriver qu'en fait il y a des gens qui parlent très peu, ou tu vois qu'on ait des trucs hyper déséquilibrés, alors que en fait je pense que tout le monde a des choses intéressantes à raconter. Et du coup, à chacun de mes jeux, je réfléchis à comment faire pour que tout le monde puisse parler. Et tout le monde n'a pas forcément tout le temps envie de parler, mais que tout le monde ait la possibilité de le faire. Et donc ça. Sans pas forcer non plus. Pardon, j'ai pas bien entendu. Se sentent pas forcer non plus. Exact. Ouais, tout à fait. Qu'il n'y ait pas de pression. Qu'il n'y ait pas de pression.
Et donc je cherchais un truc, tu vois, autour du bâton de parole, qui est un système plutôt classique. Mais je voulais qu'on ait ce jeu de main et tout ça. Donc ça m'est venu en réfléchissant autour du bâton de parole. Ouais, un peu... je sais plus, il y a dû avoir une espèce d'épiphanie à un moment. J'ai un souvenir un peu vague de ça. Du coup, je me suis dit oui. Je me suis dit, ah oui, il y aurait moyen, avec un soleil de parole à plein de branches. En plus, c'est cool parce que ça fait un soleil, donc il y a une symbolique qui est intéressante avec le jeu et tout. Voilà, c'est un peu venu comme ça. Il y a des retours particuliers de la communauté de développement. Il y a vraiment... non. Ouais, en fait, je dis, comment dire, au-delà de retour de la communauté, le jeu a un peu suivi une ligne, tu vois, voilà. Non, ce qui était très cool, c'est que, du coup, j'ai pu parler du jeu assez tôt et il y avait des gens que ça intéressait. Et donc ça, c'est une forme de retour aussi, tu vois. Et donc ça me motivait vachement à bosser dessus. Donc les retours un peu sous la forme de les gens y ont joué, ont trouvé ça cool. Et donc ça, je me disais ouais, il faut que j'arrive à aller jusqu'au bout, à produire un livre de règles complet, quelque chose qui puisse transmettre vraiment le jeu, quoi. Envie de concret. Exactement. Ok, j'ai fait conseil et anecdote. On va passer à l'actu du jeu. Ça va être bientôt en financement participatif. Tout à fait. C'est à partir de quelle date ? Alors le financement participatif, il aura lieu à partir du 1er février jusqu'au 15 février normalement. Et donc l'idée, c'est que c'est un financement qui a lieu dans le cadre de la Zine Quest, qui est un événement plutôt anglophone à la base. La traduction. D'où la traduction, exactement. Et du coup, dans le cadre de cette Zine Quest là, l'idée c'est de mettre en avant des petits créateurs et créatrices qui vont produire des jeux sous des formats zine, en tout cas pas des gros bouquins cartonnés A5, 2000 pages, 80 couleurs. Donc voilà, donc le jeu sera financé dans ce cadre-là. Et d'ailleurs j'en profite, donc la page du Kickstarter est déjà disponible, mais la page est en anglais, elle est traduite en français, elle sera, quand le Kickstarter sera lancé, on pourra accéder à la page en français, mais là c'est plutôt écrit en anglais, c'est le bon jeu, c'est pas N'ayez un pas autre peur. truc. N'ayez pas peur. Ne fuyez pas. Dans sa version anglaise, ça s'appelle The Black Wren, qui veut dire le troglodyte noir. On a changé d'oiseau, mais on reste dans les mêmes idées. Je trouvais que ça marchait bien. Et donc il sera en financement du 1er au 15. Et l'idée de ce financement-là, c'est évidemment de payer l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le jeu, de payer les impressions. Et dans ce cadre-là, donc il y aura à disponibilité les PDF du jeu, évidemment. Une version physique, donc qui sera en format A5 paysage. Je voulais avoir un truc, tu vois, un peu genre carnet de voyage, quelque chose un peu voilà. Donc avec des illustrations qui sont pleine page ou même sur 2 pages A5 en vis-à-vis, donc qui prennent l'ensemble du truc. J'espère. Moi je trouve beau, mais j'espère que les gens aussi. Et il y aura aussi, du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, la possibilité d'acheter à ce moment-là donc des chapelets, des scènes et des soleils de parole pour avoir un peu le jeu entre guillemets prêt à jouer, même si en fait on peut jouer avec, il y a des instructions dans le jeu pour fabriquer ses propres éléments de jeu. Et puis même de toute façon, on peut aussi jouer en ligne et on peut aussi fabriquer un peu son propre soleil de parole, faire un truc un peu do it yourself, ça marche très bien aussi. Voilà, donc ça sera les 3 options. Et donc le jeu est fini, maquetté, tout est frais en fait. L'idée c'est vraiment dans le cadre de ce financement de pouvoir financer le travail qui a été fait et surtout l'impression qui est quand même un poste assez important. Et ce soleil de parole et le chapelet, c'est fabriqué comment, par qui ? C'est fabriqué par moi. Ouh. En gros, fameuse branche Céline Dion. C'est exactement ça. En gros, les soleils de parole sont fabriqués par moi avec des branches que j'ai récupérées en me promenant, tu vois, dans des forêts. Donc il y en a qui viennent d'Auvergne, il y a des branches qui viennent de la Drôme, et il y a des branches qui viennent du Limousin. C'est un peu
multi-source. Et donc le chapelet des scènes, c'est aussi moi qui le fabrique, et tu vois c'est de la corde, je sais pas si on voit bien, c'est de la corde des ateliers Mansas à Toulouse, donc qui est un peu doré comme ça, noir et doré, qui sont les couleurs du jeu. Et dessus c'est des perles en céramique en fait, qui seront dessus, qui sont aussi produites par les ateliers Mansas à Toulouse. Donc je récupère le matériel, je fabrique tout, et ces objets là du coup seront limités parce que je ne vais pas me transformer en fabrique, je n'en ai pas la capacité, donc il y en aura un nombre limité. Sauter dessus parce qu'il n'y en aura plus d'autres après. Et exactement, j'en fais et après c'est fini. Après vous vous débrouillerez tout seul avec les tutos do it yourself. Est-ce qu'il y a des conventions ou des événements auxquels tu seras présente prochainement? Alors, comme ça, tac, je réfléchis rapidement. Prochain, c'est Kaisersberg. Ouais, je devrais être présente à Kaisersberg. J'étais l'an dernier, c'était très cool. Donc je serai présente cette année. Exactement. Et après, en convention proche dans le temps, là comme ça, je ne crois pas. Je serai présente à la Queervention, mais c'est dans un peu de temps, c'est en août, c'est fin août. Donc voilà, la plus proche, je pense, c'est Kaisersberg, même si il y a quelques conventions qui me font un peu de l'œil. Mais pour l'instant, je sais pas encore si ça va se faire, donc voilà, je ne dis rien, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Sur le réseau, quelque part. Ouais, tout à fait. Si je vais quelque part, je le dirai évidemment. Ok, est-ce que on arrive sur la fin? Et pour nous tenir en haleine, est-ce que tu travailles sur d'autres projets de jeux de rôle en ce moment? Ouais. Alors, déjà, en fait, en parallèle de la Griffe Noire, j'ai écrit un autre jeu qui est un hack, voilà, qui est en train de suivre son cours, mais sur lequel je bosse. Et le gros projet sur lequel je bosse aussi en parallèle, c'est un jeu, comment dire ça? Alors ça va encore être un départ peu attrayant, mais pour un résultat que je trouve cool. Donc au début, l'idée c'était de créer un jeu autour de l'ennui, et je me posais vraiment, donc ouais, j'avoue c'est pas très vendeur comme ça, mais je me posais vraiment la question de comment est-ce qu'on peut faire pour créer un jeu pour incarner l'ennui. Et en fait, de là a découlé beaucoup de choses, et donc je travaille sur un jeu où on va jouer autour de la mort d'un patriarche familial, un peu dans l'idée, et comment on fait pour, en gros, toutes les affaires de famille ou toutes les affaires d'un groupe de personnes vont être un peu explosées au grand jour avec ce décès. Et entre joueuses, on va un peu se friter potentiellement. En tout cas, on va sortir les dossiers, quoi. Et mais avec une contrainte sur la parole qui fait que on peut parler qu'un nombre limité de fois. Donc comment tu fais pour t'engueuler avec potentiellement ta sœur, quoi, quand tu peux parler que 2 fois durant toute une phase de la partie? T'as d'être sûr de tes arguments dès la première, hein. Exactement. Donc voilà, donc je bosse sur ça. Un peu drama, c'est full drama, avec un enrobage un peu basé sur du folklore classique, mais remixé avec des influences un peu queer et tout ça. Donc voilà, c'est en cours de rédaction. J'attends de pouvoir lancer des playtests. Le système est là. Après, il faut que je bosse vraiment sur l'habillage. Ah là, drama les gens. Let's go. Full drama. Full drama. J'ai fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, toi, sur la Griffe Noire qu'on n'a pas abordé? Je réfléchis rapidement, mais comme ça me paraît très clair. Un joli tour. Hein. Ouais, ça fait un joli tour, exactement. Voilà. Moi, je suis très contente que je sorte. C'est je pense, le plus long temps de développement que j'ai fait pour un jeu. Donc c'est assez cool et voilà. Et non, j'espère que ça va aussi potentiellement donner d'autres idées à des gens pour travailler sur ces thématiques-là. Je trouve j'aime bien les jeux qui vont chercher
d'autres choses que l'Heroic Fantasy classique. Je trouve ça intéressant. Et du coup, je trouve ça cool s'il y a d'autres jeux qui repoussent un peu les frontières de ce qu'on fait. C'est cool. Même si on aime l'Heroic Fantasy classique, ça peut être intéressant de passer de ce côté-là pour justement commencer, faire des descriptions, s'attarder aussi sur les retours. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, oui, non, mais tu as, oui, pardon. On a l'impression un peu que je tape sur l'Heroic Fantasy classique. Mais, c'est quand même un truc que j'aime bien surtout aussi. C'est le plus connu. Voilà. Mais oui, et en plus, alors c'est pas forcément quelque chose que j'ai gardé dans le cœur du jeu, mais on a joué notamment une partie de la Grille Noire qui était vraiment, ça flirtait avec une ambiance à la Dune, tu vois. Alors on se dirait comme ça, bon a priori c'est pas forcément la thématique du jeu, mais on jouait dans un espèce de désert géant avec des énormes ruines rouges et des insectes qui se promenaient dans ces ruines-là. Et ça marchait très très bien. Donc il y a possibilité un peu de tordre le canon esthétique du jeu pour tenter d'autres choses, même si c'est pas forcément moi la proposition que j'ai portée, mais les joueuses avec qui je jouais à ce moment-là on dit on aimerait bien aller par là et ça fonctionnait quoi, parce que c'est vraiment basé sur la description, donc en fait on peut après aller vers d'autres choses. La prochaine partie on verra la prochaine net de Ok. Il y a pas grand monde sur le chat. Si j'ai pas vu de questions, je pense. On a fait le tour. Si vous avez des questions sur la vidéo du replay, n'hésitez pas, on répondra, je transmets. En attendant, merci à toi Milouche d'avoir passé du temps avec moi pour parler de ton jeu. On va se retrouver d'ici 14 jours exactement pour l'actual play, puisqu'on va y jouer en live à la Grive Noire. Tout à fait. On va se retrouver dans 2 semaines, tout rond, pour faire une petite démo de comment on joue à la Grive Noire. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci encore à toi. Et la semaine prochaine, les enfants. Merci à toi, bonne soirée.